Donc oui, bonjour à tous. Bienvenue au troisième webinaire de notre section webinaire sur l'étude jeunesse. C'est aujourd'hui le webinaire le plus populaire, comme à chaque fois, quand on parle de l'emploi, quand on fait un regard sur l'emploi, quand on parle de la relation des jeunes générations à l'emploi. C'est toujours celui qui est le plus populaire. La pénurie de main-d'œuvre oblige. Avant toute chose, vous pouvez toujours vous poser des questions dans la petite section questions-réponses. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? Bon, pour ceux qui étaient là dans les deux premières présentations, vous savez comment ça fonctionne, mais il y a des nouveaux avec nous aujourd'hui. Donc, on va présenter pendant une trentaine de minutes nos constats de cette année sur le marché de l'emploi et les jeunes. Et par la suite, on va répondre à vos questions pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, tout dépendant du nombre de questions. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions dans le petit onglet questions-réponses et nous, on va tenter d'y répondre à la fin. Vous pouvez vous poser les questions à la fin sans problème. Bon, je me présente brièvement. Je m'appelle Philippe Léger, je suis chargé de projet chez Léger. Une de mes spécialités, un de mes champs de recherche chez Léger, c'est bien sûr les générations. Je fais depuis quelques années l'étude de jeunesse. En fait, depuis 5 ans, je m'occupe de l'étude jeunesse, ce qui me permet d'avoir vraiment un portrait clair, empirique de ce que sont les jeunes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Charlotte. Merci Philippe. Donc, je me présente, Charlotte Fortin. Je suis directrice de recherche pour Léger. Et c'est vraiment un plaisir pour moi cette année là, d'accompagner Philippe dans la présentation de l'un des 3 webinaires, surtout celui sur l'emploi, comme Philippe l'a mentionné, contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est une dimension qui est très, très importante pour vous cette année. Donc, très heureuse là, de vous présenter les principaux constats de l'étude jeunesse qui ressortent là, au niveau de l'emploi. Exactement. Donc, juste avant d'aller directement sur l'emploi, juste rappeler un peu dans les deux premières présentations, qu'est-ce qu'on avait dit, nos principaux constats. Le premier webinaire, ça portait sur les finances personnelles. Ce qu'on observait cette année, c'était vraiment un retour à une prudence financière, le fait de dépenser moins. Il y a une certaine incertitude économique qui règne avec l'inflation, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, que ce soit la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse du coût de la vie. Ça donne une certaine prudence et aussi un certain désir d'être autonome financièrement chez les jeunes. Bon, c'est les deux premières choses qu'on a observées chez les finances personnelles. Du côté de l'avenir, qui était notre deuxième webinaire, on a observé qu'il y avait certains pessimisme vis-à-vis de l'avenir. On n'était pas sûr de ce que l'avenir réservait, sûrement lié à la prudence financière. Vous allez voir aussi si ça va être lié à notre premier constat au niveau du travail, donc le retour à la prudence. Certaine méfiance des institutions aussi, dans le deuxième webinaire qu'on a observé. Puis, le désir de changer ou la volonté de changer son monde, d'améliorer son monde par le local, la petite échelle. Donc ça, c'était essentiellement nos deux premiers webinaires. Et aujourd'hui, on se retrouve au troisième webinaire, qui est la génération Z et les milléniaux face au marché du travail. On va aujourd'hui vous présenter 6 constats. Donc, autant un retour à la prudence, comment les inciter à rester, un désir d'autonomie, l'anxiété chez les jeunes générations, la responsabilité du gestionnaire en entreprise et la responsabilité de l'entreprise. Le point 5, le point 6, c'est deux choses qui sont différentes. Les jeunes travailleurs, la génération Z et les milléniaux conçoivent différemment leur relation à l'entreprise, leur relation au gestionnaire. Puis, je vais me permettre d'être un peu audacieux ou ambitieux aujourd'hui. Ce qu'on vous présente sur le marché du travail, oui, c'est cette année, mais c'est aussi les besoins, les attentes, la relation du marché du travail des jeunes pour, disons, les prochaines années. Et s'il y a quelque chose qu'on doit retenir dans le changement générationnel qu'on vit présentement, c'est que la génération Z et la génération des milléniaux qui arrivent, c'est la cohorte la plus nombreuse en termes de personnes sur le marché du travail, donc en termes de population active, ce qui fait en sorte que les conséquences sur le marché du travail, les jeunes imposent leur façon de faire, imposent leurs valeurs au marché du travail. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est peut-être un peu à quoi va ressembler l'avenir sur le marché du travail. On va essayer de vous donner des clés pour maintenir, attirer les jeunes travailleurs. Bon, le premier point. Le retour à la prudence, je le disais dans les autres webinaires, ça se répercute aussi sur les jeunes travailleurs. Il y a vraiment ce désir-là d'être un peu plus prudent. La mobilité tend à diminuer chez les jeunes de la génération Z et de la génération des milléniaux.
Avant de poursuivre avec la présentation des résultats, toujours important de faire un retour sur l'approche méthodologique. Donc, d'où viennent les constats qu'on va vous présenter aujourd'hui? Là, c'est de la redite pour ceux qui nous joignent là, pour une troisième présentation, qui nous ont accompagnés depuis le début, mais je fais un retour quand même. Donc, les résultats qui vous sont présentés ont été obtenus au moyen d'un sondage web qui a été réalisé auprès de 3007 répondants, donc un échantillon qui est très costaud, composé plus précisément de 2001 jeunes appartenant à la génération des milléniaux et 1006 membres de la génération Z. Donc, on se le rappelle, ma collègue Catherine l'a fait la semaine passée, là, mais qu'est-ce qui départage dans les deux générations? Ben, les milléniaux, ce sont les individus qui sont âgés entre 27 et 39 ans et les Gen Z, âgés entre 15 et 26 ans. Puis, on se le rappelle aussi, très important, les résultats qu'on vous présente ce matin, ce sont ceux d'un sondage pan-canadien. Donc, l'échantillon était composé de jeunes à travers le pays et on a un échantillon qui est représentatif là, de la population étudiée en termes de variables socio-économiques. Là. Donc, que ce soit l'âge, la scolarité, la situation d'habitation ou l'appartenance à une minorité visible. Bon, je vous ai fait Oui, voilà, je vous ai fait une petite introduction à la retour à la prudence, mais on l'observe assez fortement cette année, autant sur les finances personnelles que sur la conception de l'avenir, que sur leur relation au marché du travail, leur perception vis-à-vis du marché du travail. Bon, on va commencer par la bonne nouvelle pour vous, les entreprises qui, dans les dernières années, vous avez tenté par toutes sortes de moyens d'attirer, de maintenir vos jeunes employés, bien souvent en vain. Ils ont changé d'emploi, ils ont bougé dans différents secteurs, pas juste d'emploi, mais de secteurs d'industrie, de retour à l'école. Bon, ce qu'on observe cette année, on pose la question classique qu'on pose à chaque année, est-ce que vous voulez quitter votre emploi dans la prochaine année? Donc, dans les 12 prochains mois, est-ce que vous voulez quitter votre emploi? Est-ce que vous voulez demeurer dans l'entreprise que vous êtes présentement? Quand on pose la question aux jeunes travailleurs Z et aux jeunes travailleurs des milléniaux, cette année, c'est 13 qui disent, ben moi, je veux quitter mon emploi. Donc, si vous avez 100 jeunes, par exemple, dans votre entreprise, 100 jeunes travailleurs de la génération Z et de la génération des milléniaux, 13 sur 100, donc environ 13 disent, ben moi, je pense quitter mon emploi dans la prochaine année. Qu'on regarde les variables socio-économiques, donc si ton revenu, par exemple, l'âge, il y a des différences un peu qui existent, mais quand même, quand on regarde les secteurs d'activité, c'est essentiellement la même chose, 13 Ce qui était la bonne nouvelle pour vous comme entreprise, c'est quand on compare 2021 à 2022, il y a une baisse de 12 ce qui est majeur en sondage. Passer de 25 l'année dernière, en 2021, de jeunes qui disent « moi, je veux changer d'emploi dans la prochaine année » à 13 ça a des répercussions fondamentales pour votre entreprise, pour votre avenir. Le nombre de jeunes qui disent « moi, je veux changer d'emploi dans la prochaine année » a diminué environ pratiquement de moitié. Je veux dire, pour vous, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui se cassaient un peu la tête dans les dernières années, à essayer de maintenir, d'attirer des jeunes en entreprise. Il y a une certaine stabilité qui se sent. Puis ça, ce n'est pas un hasard. Là. Avec les autres résultats qu'on vous a montrés, ce retour-là à la prudence financière, à un certain pessimisme vis-à-vis de l'avenir, la conséquence sur le marché du travail, c'est la volonté de rester dans son entreprise, de s'installer tranquillement. Bon, à la question « Qui veut partir? » Qui parmi les jeunes de la génération Z et de la génération des milléniaux veut partir? S'il y a une différence socio-économique, c'est celle de l'âge. Elle n'est pas très, très surprenante, c'est un peu la même chose à chaque année, mais quand même, c'est important pour vous de le savoir. Ceux qui veulent le plus quitter, bien sûr, c'est eux qui ont entre 18 à 26 ans. Soit que c'est des emplois à temps partiel, ça pour vous comme entreprise, je pense que ça vous intéresse un peu moins, ou soit que c'est des gens qui font leur rentrée sur le marché du travail et disent, mais moi, je vais travailler 1 an, 2 ans dans la première entreprise, dans mon premier emploi sérieux, entre parenthèses, et je vais changer par la suite. La bonne nouvelle pour vous comme entreprise, c'est qu'à partir de 32, 33, 34 ans, les chances qu'un employé demeure dans votre entreprise augmentent significativement. Par exemple, entre 34 et 39 ans, c'est 9 qui disent ben, « moi, je vais changer d'emploi dans la prochaine année ». Bon, ça montre un peu la tendance. Plus on vieillit, plus on s'installe, plus on a des charges financières, plus on a une hypothèque à payer, on a des enfants à s'occuper. Donc, sur la mobilité, les risques tendent à diminuer un peu. Donc, si vous êtes capable de fidéliser un employé, à partir de 30 ans, 31, 32 ans, les chances qu'il demeure dans votre entreprise est significativement plutôt plus élevée.
Comment on les incite à rester, par contre? Parce qu'on vous mentionne, on vous fait part de bonnes nouvelles, hein. Les intentions de quitter l'emploi tendent à diminuer. C'est ce qu'on constate là, depuis la dernière année. Mais ben, on est très conscient là, du fait qu'en tant que gestionnaire, en tant que ce soit à la tête d'une entreprise ou à la tête d'une équipe, vous faites face à un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, hein. On l'entend et on l'entend depuis des mois, depuis des années. Donc, oui, la baisse de 12 13 des jeunes qui souhaitent quitter leur emploi, c'est une amélioration. Mais qu'est-ce qu'on fait pour inciter ce 13 qui veut tout de même quitter, qui est pas fidèle à votre entreprise pour l'instant? Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour mobiliser ceux qui ne songent pas à quitter pour l'instant, mais qui pourraient le faire éventuellement? Donc, ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Puis, ben, sans surprise, me direz-vous, à l'heure actuelle, c'est vraiment le salaire là, qui est le motif d'insatisfaction le plus important. Donc, à ce fameux 13%-là qui souhaitent quitter leur emploi, on a demandé ben, pour quelles raisons est-ce que vous souhaitez le faire? Puis, on l'a vu là, dans les présentations précédentes des 2 dernières semaines. Si vous étiez avec nous, vous l'avez entendu. Les préoccupations de tant la génération Z que des milléniaux ont changé au cours des dernières années. La pandémie de COVID-19, l'augmentation du coût de la vie qui est liée à l'inflation, ben, ça se répercute dans les préoccupations financières là, des travailleurs. Donc, c'est certain que ben, la volonté d'avoir une augmentation de salaire, c'est difficile de s'en sortir. Par contre, il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le salaire, puis c'est pas nouveau non plus, là. Vous me direz que les préoccupations salariales ont toujours été au cœur de ça à quoi s'attardent les travailleurs, peu importe leur âge. Donc, quels autres facteurs peuvent expliquer leur mobilité en emploi? Puis là, ben, toujours en référence à la question présentée à la diapositive précédente. Donc, pourquoi est-ce que vous avez envie de quitter votre emploi? On constate qu'outre le salaire, la possibilité d'avoir des nouveaux défis, donc de faire progresser leur carrière, c'est également important. Donc, je le rappelle, là, le salaire, c'était 48 là, des mentions pour lesquelles les jeunes souhaitaient quitter leur emploi. À 44 la volonté d'accomplir des nouveaux défis suit de très, très près, là. Puis, il y a également la possibilité d'avancement qui est impossible à 36 et le fait que leur emploi soit peu stimulant, qui explique là, une bonne partie des intentions de départ. Donc, ça retourne vraiment au fait de vouloir être stimulé dans le cadre de leur emploi, vouloir accomplir de nouvelles choses, là, qui est important pour tant les membres de la génération des milléniaux que celle de la génération Z. Puis, également, la flexibilité. Donc, le tiers là, des répondants qui souhaitent quitter leur emploi ont mis cette raison-là de l'avant. On y reviendra plus tard, mais quand même un élément là, qui est important à garder en tête. On mentionnait la semaine dernière, je le rappelle quand même là, pour ceux qui n'étaient pas là, que les jeunes accordent de plus en plus d'importance au fait de vivre dans le moment présent, de ralentir leur train de vie. Donc, on l'a beaucoup entendu. Le fait que l'emploi, ben, ce n'est pas tout et les jeunes veulent se consacrer à différentes sphères de leur vie personnelle. Donc, de quelle façon est-ce que ça peut se répercuter sur leurs ambitions professionnelles? Vous pouvez vous poser la question en tant que gestionnaire, évidemment. Puis, sur ce qu'on constate sur la question du travail accompli en fonction des attentes de leur entreprise, ben, c'est que c'est assez partagé, là, somme toute. Donc, on leur a posé la question, à votre travail, considérez-vous que vous en faites plus que ce qu'on attend de vous ou est-ce que vous en faites autant qu'on attend de vous? Puis, on voit ici que les proportions, elles sont somme toute partagées. Donc, 47 en font plus que ce qui est attendu, ont l'impression d'en faire plus que ce qui est attendu d'eux dans le cadre de leur travail. Puis, une proportion équivalente à 48 en fait autant que ce qui est attendu. Donc, un clivage là, intéressant qu'on observe ici. Puis, on constate le même phénomène concernant les aspirations à devenir gestionnaire. Donc, dans un premier temps, dans le graphique que je vous présente à droite de l'écran, on leur a demandé, est-ce que vous aspirez à gérer des employés au courant de votre vie, donc à devenir gestionnaire? Puis, c'est 43 des répondants là, qui se prononcent par l'affirmative, donc qui, oui, ont l'intention d'encadrer des équipes dans le cadre de leur carrière, qui sont intéressés par la perspective de le faire.
Puis, c'est intéressant là, de s'attarder aux sous-groupes qui sont plus nombreux à affirmer vouloir le faire. Donc, je vais passer outre les différences socio-économiques, mais on constate que les travailleurs qui ont l'intention de quitter leur emploi dans la prochaine année et ceux pour qui le travail prend une place plus importante dans la vie sont plus nombreux à affirmer avoir l'intention de le faire. Donc, ça revient beaucoup, hein, encore une fois, à la volonté de s'accomplir là, dans le cadre de son travail. Par contre, résultat intéressant, encore une fois, c'est mitigé, les avis sur la question. Donc, la proportion de jeunes qui ont répondu non, donc qui n'ont pas l'intention de devenir gestionnaire, elle est équivalente à 42 %. Puis, à 15 % là, les jeunes n'étaient pas en mesure de se prononcer au moment de répondre, ce qui m'amène au point suivant. Concernant la notion de bouger horizontalement. Pardonnez-moi, je prends une petite gorgée. Donc, oui, sachant qu'il y a une proportion équivalente de jeunes qui n'aspirent pas à devenir gestionnaire quand on compare à celles qui aspirent à le devenir, la notion de pouvoir bouger horizontalement, elle est très, très importante. Donc, sachant que les jeunes travailleurs ne veulent pas tous devenir des gestionnaires, c'est important de leur donner des opportunités de se démarquer dans le cadre de leur travail autrement. Donc, ici, on leur a demandé à quelle fréquence croyez-vous qu'une entreprise devrait vous offrir? Là, il y avait plusieurs éléments à évaluer, que ce soit une augmentation de salaire, la possibilité d'avoir des nouveaux défis, des nouvelles responsabilités, l'accès à des nouveaux outils technologiques, une promotion et un nouvel espace de travail. Bien, ce qu'on constate, c'est que de se voir offrir des nouveaux défis, des nouvelles responsabilités occupe une place plus importante que le fait d'obtenir une promotion, par exemple. Donc, c'est dans un horizon plus rapproché là, qu'ils veulent avoir des nouveaux défis sur une base annuelle. Là. Vraiment, il faut leur offrir de façon régulière, donc à 52 % qui veulent accomplir de nouvelles choses dans le cadre de leur travail, avoir de nouvelles responsabilités. Tandis que la promotion, oui, va être importante, mais sur le plus long terme. Donc, on voit là, que c'est davantage dans le 2 à 3 ans que les jeunes vont s'attendre à recevoir une promotion. D'où l'idée de vraiment leur donner l'opportunité d'essayer de nouvelles choses dans le cadre de leur travail plutôt que de leur donner la fameuse promotion, là, que ce n'est pas tous les jeunes essentiellement qui aspirent à devenir des gestionnaires dans le cadre de leur entreprise. Donc, super important à considérer là, également. En terminant là, sur ce point, on revient un peu sur les éléments d'attraction qu'il faut mettre de l'avant pour les conserver. Donc, comment fidéliser nos employés? Donc, toujours à ceux qui ont l'intention de quitter leur emploi. Vous vous rappelez, plus tôt, on leur avait demandé pourquoi est-ce que vous comptez le faire? Puis, ben, à cette étape-ci, on leur a davantage demandé qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour vous inciter à convaincre. Et bon, la première bonne nouvelle, il y a 3 bonnes nouvelles dans tout ça, c'est qu'il y a 88 % des jeunes qui ont mentionné au moins un moyen qui pouvait les convaincre de rester. Donc ça, c'est un résultat qui est super important à garder en tête. Vos jeunes en entreprise qui regardent un peu ailleurs, qui aimeraient quitter, qui aimeraient trouver un nouvel emploi, il y a des moyens, des stratégies à mettre de l'avant pour les conserver. Sachant que, encore une fois, là, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, c'est très complexe de remplacer des employés qui nous quittent. Ben, vaut mieux axer là, sur les leviers de rétention qu'on peut travailler. Sachant cela, ben, le deuxième constat, c'est que les répondants, les jeunes, les milléniaux et les Gen Z peuvent être convaincus de rester pour essentiellement la même raison pour laquelle ils partent. C'est difficile de s'en sortir, encore une fois, mais ça passe beaucoup par l'augmentation du salaire. Donc, la vaste majorité, ben, la majorité là, à 59 % ont choisi là, ce levier en priorité. Sinon, autre constat intéressant, là, puis je vais laisser la parole à Philippe là-dessus pour la suite. Il y a un ex-aequo qui est intéressant ici. Donc, vous constatez que le deuxième et le troisième rang sont partagés là, dans des proportions équivalentes. Donc, 24 % pourraient être convaincus de rester dans le cadre de leur emploi actuel si on leur offrait
oui, davantage des meilleures conditions sociales, mais la flexibilité, que ce soit à l'égard de l'horaire et du lieu de travail, retient aussi là, l'attention du corps des gens qui souhaiteraient quitter leur emploi. Donc, surtout après la pandémie, là, la flexibilité, que ce soit liée au mode de travail ou à l'horaire, demeure une dimension qui est très, très importante. Oui, exactement. Puis, dans les dernières années, quand on présentait cette section-là, j'avais l'impression de présenter que des mauvaises nouvelles en vous disant ils vont partir, il n'y a pas moyen véritablement de les garder. Le taux de réponse pour les gens qui disaient ah, ben, moi, je désire quitter, il n'y avait pas la proportion de jeunes qui disaient ben, moi, je peux rester dans cette entreprise-là si on m'offre des possibilités, des conditions qui me satisfont, était relativement bas. Là, c'est une autre bonne nouvelle pour votre entreprise si vous voulez maintenir ou attirer des jeunes employés. Vos jeunes employés qui travaillent chez vous, il y en a peu qui veulent partir et si ceux qui veulent partir, bien, il y a la possibilité de les convaincre en appuyant sur les bons leviers. Charlotte l'a dit, le salaire, ça, ce n'est pas une différence générationnelle. Qu'on soit vieux, jeune, de la génération du baby boom, génération X, milléniaux ou Z, le salaire, l'argent compte. Mais le deuxième point qui est important, c'est ce désir-là d'autonomie. On pourrait mettre tiret flexibilité. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est un peu dans les mêmes eaux. C'est un synonyme flexibilité, autonomie. On va voir de quelle façon ça se déploie. Les statistiques dans cette section-là proviennent de l'étude 2021 et un peu de l'étude de cette année. Mais je voulais vous le montrer parce que ça montre un peu l'état d'esprit et de la façon de les retenir par ce mot-là, flexibilité, autonomie, qu'on entend beaucoup, mais qui, dans les faits, sa manière de s'opérationnaliser, de se déployer, n'est pas tout le temps la même chose, puis ce n'est pas tout le temps les mêmes conditions. Allons-y pour le premier, l'autonomie ou la flexibilité à l'horaire. Ça m'apparaît essentiel. La pandémie a créé un point de non-retour dans la volonté d'avoir un horaire flexible. On a posé la question, si vous aviez le choix, pour quel horaire opteriez-vous? Il y a 79 des travailleurs Z, des travailleurs milléniaux, qui souhaiteraient autre chose qu'un horaire de 9 heures à 5 heures s'ils avaient le choix. Parmi ce 80 ce 79 %-là, donc 4 jeunes travailleurs sur 5, la majorité d'entre eux, oublions-le pas, travaillent probablement du 9 à 5. Donc, la majorité a un horaire de 9 à 5 et se disent, ben moi, si j'avais la possibilité de changer d'horaire, d'avoir un horaire qui pourrait mieux me satisfaire, ben, je le changerais. Donc, c'est assez phénoménal comme résultat. Donc, le premier aspect de la flexibilité de l'autonomie, c'est l'autonomie à l'horaire. Parmi les gens qui ont dit qu'ils pourraient choisir autre chose que leur horaire 9 à 5, disons, par exemple, qu'il y a 24 qui décideraient un nombre d'heures à travailler par semaine. Pas d'horaire précis dans la semaine, mais un nombre d'heures à travailler. 21 diraient des tâches à accomplir plutôt que des heures de travail. Encore une fois, là, on est encore plus loin ici. On n'est même pas dans l'horaire 9 à 5, on n'est même pas dans le nombre d'heures, on est dans les tâches à accomplir. C'est quand même un travailleur sur 5. 19 le nombre d'heures par jour à travailler sans horaire précis. Là, ce résultat-là, quand je le présente habituellement en présentation, beaucoup d'entreprises disent ben, c'est impossible pour moi d'offrir ça, c'est pratiquement, ça va créer un certain chaos dans mon entreprise, ça me prend un certain cadre, certaines balises. Ici, le résultat à évaluer ou à analyser, ce n'est pas tant le résultat en tant que tel. Donc, par exemple, 21 des tâches à accomplir plutôt que les heures de travail. C'est plus la possibilité pour vous, l'entreprise, de comprendre le message derrière ça, qu'il y a une volonté d'avoir un certain contrôle sur son horaire. Bon, la deuxième façon que ça se déploie, c'est l'autonomie de choisir sa propre horaire. Si vous avez le choix, vous opteriez pour. Là, on a posé la question, puis là, est-ce que ce serait pour un travail en présentiel tout le temps? Ce serait pour un travail à distance tout le temps, partage 50-50, je ne sais pas. Et là, qu'on regarde ce résultat-là, pour moi, puis c'est difficile à analyser. Il y a 39 qui disent présentiel, 33 c'est quoi la tendance derrière? Quand c'est un résultat qui est difficile à analyser, qui n'est pas véritablement de résultat clair, la conclusion qui nous vient, ce n'est pas tant la formule que vous choisissez qui compte de l'entreprise, c'est plutôt de donner la liberté aux employés de choisir. Dans la dernière année, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, par exemple, nous, notre cadre, c'est, prenons un exemple, c'est 3 jours par semaine au bureau, le mardi, mercredi, jeudi, lundi, vendredi, vous pouvez travailler de la maison. Ce genre d'initiatives-là qui vous permettent d'avoir certaines règles claires en entreprise, qui peut avoir ses avantages, il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui, dans leur désir de flexibilité, d'autonomie, bien, ça ne leur plaît pas beaucoup. Parce que ce n'est pas tant la formule, ce n'est pas tant la possibilité
la formule que c'est eux qui veulent avoir la possibilité de choisir si, par exemple, dans leur semaine, ils vont travailler 2-3 jours par semaine de la maison ou inversement. Et le troisième point, qui est extrêmement important, mais qu'on parle pratiquement jamais quand on parle de flexibilité et d'autonomie, c'est l'autonomie dans les structures. On posait la question, est-ce que votre entreprise est suffisamment? Et là, on déployait une série d'énoncés. Et le premier énoncé que l'entreprise était insuffisamment, répondait insuffisamment aux besoins, aux attentes des jeunes travailleurs Z et milléniaux, c'était l'agilité. 40 donc l'énoncé le plus populaire, 40 disaient que leur entreprise dans laquelle ils travaillaient n'était pas assez agile et avait des hiérarchies trop lourdes. Ça nous amène à la conclusion suivante. Oui, l'autonomie de l'horaire, l'autonomie de choisir, mais aussi l'autonomie dans les structures, cette flexibilité dans les structures. Si les structures sont trop lourdes, sont trop hiérarchiques, sont trop verticales, les chances qu'un jeune travailleur ne s'y retrouve pas et trouve que c'est lourd, que ça ne lui plaît pas, sont quand même relativement élevées. Et moi, quand je présente cette diapositive-là, je fais souvent un lien avec le désir d'entreprendre des jeunes à l'intérieur d'une entreprise. On voit qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle le concept d'intrapreneuriat, donc des jeunes qui ont l'intention ou le désir d'entreprendre des nouveaux projets. Charlotte en faisait référence un peu tantôt dans les résultats. Bien, une des responsabilités de l'entreprise, si vous voulez plaire aux jeunes travailleurs, c'est la possibilité de mettre en œuvre des programmes, des projets qui leur permettent aux jeunes travailleurs, au-delà de leur day-to-day ou leur emploi de tous les jours, de mettre en œuvre des projets. Puis ça revient à des hiérarchies qui sont agiles, qui ne sont pas trop lourdes. Tout à fait. Puis, si on poursuit sur le quatrième constat, ceux qui ont assisté, encore une fois, là, aux présentations, aux 2 dernières qu'on a effectuées. La semaine passée, on parlait de la crise identitaire, là, de la crise de génération que vivaient les Gen Z et les milléniaux. On a parlé d'anxiété, hein, une anxiété qui est généralisée là, auprès des 2 générations. On l'aborde encore aujourd'hui parce que la dimension de la santé mentale, c'en est une qui est super importante pour vous en tant que gestionnaire de votre entreprise ou de votre équipe de travail, vu l'impact que ça peut représenter là, dans le milieu de l'emploi. Parce qu'effectivement, il y a de grandes chances que si vous êtes à la tête d'une entreprise ou si vous êtes à la tête d'une équipe, bien, il y a une partie de votre équipe, il y a une partie de vos employés, quand on pense aux Gen Z et aux milléniaux, qui sont probablement pris avec une problématique de santé mentale ou qui l'ont vécu par le passé. Donc, je reviens rapidement là, quand même sur les résultats, mais quand même, il y a 70 des jeunes sondés qui affirment avoir déjà vécu une dépression importante, des moments de dépression ou des périodes d'anxiété. Donc, plus précisément, la plus grande proportion, là, à 43 ont déjà vécu des périodes d'anxiété. C'est énorme, ce n'est pas tout à fait la moitié, mais c'est plus de 4 jeunes sur 10. 38 ont vécu des moments de dépression et le corps, à 26 affirme carrément avoir déjà vécu une dépression importante. Puis là, on le rappelle à chacune des éditions, on le rappelle d'une présentation à l'autre, mais évidemment, ici, c'est une mesure qui est rapportée, qui est auto-rapportée plutôt de la part des répondants. Donc, le sujet de la santé mentale, hein, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. De façon générale, mais surtout auprès de ces 2 générations. Donc, on peut penser que les jeunes sont plus outillés pour identifier leurs problématiques de santé mentale et en parler ouvertement. Ça, c'est sûr que c'est une chose à considérer. Ceci étant dit aussi, j'attire votre attention sur les différences qui sont liées au profil des répondants. Donc, on constate que les femmes ont généralement une plus grande propension, pardonnez-moi, à affirmer avoir vécu une ou plusieurs problématiques de santé mentale par le passé. Donc, tout ça considéré, là, super important à conserver dans votre boîte à outils, là, de savoir que il y a une partie de vos employés qui vivent de l'anxiété, qui peuvent vivre des moments de dépression, c'est important à considérer là, en tant que gestionnaire. Ce qui nous apporte aux 2 dernières dimensions qu'on veut aborder avec vous. Donc, Philippe l'a mentionné là, en début de présentation,
On veut faire du pouce sur votre responsabilité. Donc, oui, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que gestionnaire, parce que vous allez le voir là, dans les résultats qu'on va vous présenter, les jeunes ne perçoivent pas leur gestionnaire immédiat et l'entreprise dans l'ensemble pour laquelle ils travaillent sur un pied d'égalité. On se rappelle dans la présentation de la semaine passée, encore une fois, là, puis d'il y a 2 semaines, on mentionnait une certaine méfiance des deux générations, donc autant des milléniaux que de la génération Z envers les grandes institutions. Donc, ce qu'on s'est intéressé, là, Philippe et moi, à voir de quelle façon est-ce que les attentes des jeunes peuvent se présenter lorsqu'ils ils pensent à leur propre entreprise, donc l'entreprise pour laquelle ils travaillent, puis est-ce que leurs considérations vont différer selon qu'ils pensent à leur gestionnaire immédiat ou l'entreprise là, dans l'ensemble. Puis, ce qu'on constate, c'est que les rôles sont différents entre le gestionnaire immédiat et la grande entreprise. Donc, dans un premier temps, dans le graphique de gauche, ce qu'on vous présente, c'est quelques résultats clés liés à une question où on demandait aux répondants quelles sont les qualités de leur supérieur immédiat. Donc, d'évaluer en pensant à leur propre supérieur immédiat, de quelle façon est-ce qu'il agit là, dans le cadre de leur fonction. Puis, ce qu'on constate, c'est que les jeunes voient surtout entre leur superviseur un rôle de mentor. Donc, 4 répondants sur 4, là, ce sont tous des proportions supérieures à 80 sont d'avis que leur supérieur immédiat est orienté vers les objectifs de l'entreprise, qui est ouvert à la discussion et qu'il est suffisamment compétent là, dans le cadre de ses fonctions. Puis, à droite, sont présentées les qualités qui sont les plus recherchées chez un gestionnaire, chez un superviseur immédiat. Puis, ce qu'on constate, c'est que ce qui attire le plus l'attention, ce qui est vraiment le plus valorisé, va encore une fois entourer tout ce qui est l'idée de... Le gestionnaire devient un peu un mentor, un coach de vie, quelqu'un qui est là pour nous accompagner dans le day-to-day, là, dans le cadre de nos fonctions. Donc, super important que le gestionnaire ait une bonne capacité à créer un climat de travail agréable pour ses équipes, les mettre en confiance et assurer là, une certaine transparence. Ça, c'est vraiment une priorité quand les jeunes s'attardent là, à leur gestionnaire immédiat. Puis en contrepartie, là, pour le rôle de l'entreprise, ça va se présenter de façon différente. Je laisse Philippe vous en dire plus sur la fameuse responsabilité. Oui, exactement, parce que ce que dit Charlotte, c'est essentiel. Il y a vraiment une différence assez marquée entre ce qu'un employé, un jeune travailleur, s'attend de son gestionnaire. Bon, elle a dit coach de vie, optimisation de son développement personnel, et tout le travail là. Mais surtout, il y a une différence avec la responsabilité de l'entreprise qui, elle, est différente du gestionnaire. Donc, la première chose qu'on observe dans la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas tant l'environnement de travail, ce n'est pas tant que l'entreprise me permet de me développer en tant qu'employé, dans mes compétences, dans la façon que je peux travailler. Ce qu'on s'attend de l'entreprise quand on est un jeune travailleur, de la structure de l'entreprise, c'est qu'elle me donne un bon salaire, essentiellement. Donc, la première réponse, c'est ça. Mais quand on pose la question sur le gestionnaire, le salaire, les conditions, la flexibilité à l'horaire, donc les conditions d'emploi, pour l'essentiel, ça existe. Ce n'est pas dans les préoccupations vis-à-vis de son gestionnaire, mais par rapport à l'entreprise, ce l'est véritablement. Donc, quand on regarde, par exemple, les quatre premières attentes plutôt d'une entreprise, le salaire, la flexibilité, les avantages sociaux, sécurité d'emploi. Donc, on est vraiment sur le cadre au lieu de l'environnement de travail, au lieu de me développer comme être humain, comme employé. On est plutôt loin là-dedans. Ça vient plutôt par la suite parce que au bas de la diapositive, on va voir que, par exemple, l'entreprise qu'elle me permet de me développer, elle est au 6e rang. Donc, c'est plutôt assez loin quand on compare à la responsabilité du gestionnaire. Donc, on voit véritablement qu'il y a une différence entre les deux. Bon, ça revient à ce que je dis pour en résumer. C'est essentiel de comprendre si vous voulez attirer, si vous voulez maintenir vos jeunes employés. Si vous êtes un gestionnaire vous-même et que vous avez des jeunes employés sous votre aile, c'est essentiel de comprendre la différence entre le gestionnaire et l'entreprise. Et les deux sont essentiels pour les jeunes travailleurs. Si vous êtes un mauvais gestionnaire, si
la gestion de vos jeunes employés ne se fait pas de la bonne façon, ils risquent de quitter. Si une entreprise ne donne pas le cadre des conditions qu'ils trouvent essentielles et minimales, ils risquent de quitter aussi votre entreprise. Ce qu'ils attendent d'un gestionnaire pour l'essentiel, qu'il m'aide à me développer comme employé, on l'a dit, qu'il crée un environnement de travail agréable, qu'il soit à l'écoute de mes besoins. Donc, c'est vraiment le cadre du gestionnaire. Être un bon coach de vie, être là pour ses employés. Pour l'entreprise, bon, on l'a dit, bon salaire, bonnes conditions sociales, c'est véritablement la différence. Et si vous êtes une entreprise et que vous faites affaire avec des jeunes, que vous avez des employés qui sont de la génération Z, des jeunes travailleurs de la génération Z et des milléniaux, c'est essentiel de comprendre cette différence-là qui s'exprime tout au long du sondage sur le marché du travail. Donc, on a déjà un peu dépassé. On arrive à la fin de nos 3 webinaires. Bon, le rapport complet des trois sections sera disponible sur notre site web et on va envoyer une copie par courriel à tous nos clients dans les prochains jours. Bon, vous allez aussi recevoir un enregistrement du webinaire par courriel. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas plutôt. Plusieurs de nos clients plutôt nous le demandent. Et on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus précises sur votre champ d'activité, sur des jeunes travailleurs en particulier, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Il y a déjà quelques questions qui sont dans le chat, dans le Q&A. On a la question, par exemple, de M. Francis Véraud, qui pose la question: est-ce que le fait de faire progresser les jeunes ou améliorer leurs tâches très régulièrement n'amène pas un autre problème, celui où un jour, en tant qu'employeur, on ne pourra plus leur offrir, et ça là de façon préméditée, où est l'équilibre? Bon, c'est sûr que c'est le défi pour toute entreprise de faire en sorte, parce que qu'est-ce qu'on observe souvent en entreprise, ce que les jeunes nous disent en sondage, c'est cette volonté-là de progresser dans une entreprise, mais que souvent les opportunités sont bouchées parce que l'entreprise ne peut pas leur offrir de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités. Bon, ce que notre sondage nous montre, c'est qu'il y a cette possibilité-là, vous comme gestionnaire, vous comme entreprise, de faire bouger un employé, un jeune travailleur, de façon horizontale plutôt que verticale. Ce que Charlotte présentait, s'il y a la possibilité de donner des nouveaux défis sans donner une nouvelle promotion à chaque année, bien, cette façon-là de renouveler son travail, ça peut être une avenue intéressante pour vous comme employé. Tout à fait. Si je peux ajouter, on l'a vu, hein, les proportions de répondants qui mentionnaient le désir de devenir gestionnaire versus ne pas le faire étaient équivalentes. Donc, c'est loin d'être tous les jeunes qui aspirent à une promotion. C'est pas vraiment ça que les résultats démontraient. C'est davantage que dans la vie de tous les jours, d'année en année, il faut s'assurer à ce que leur travail, les tâches qu'on leur confie vont évoluer. Donc, ce n'est pas nécessairement d'obtenir une promotion, de monter dans la hiérarchie davantage que d'assurer que leur rôle est en constante évolution, qu'ils sont en mesure d'apprendre de nouvelles choses d'année en année. On a aussi la question: est-ce qu'il y a des données disponibles au sujet du pourcentage d'augmentation salariale, donc une augmentation de salaire, souhaitée par tranche de salaire, âge, domaine? Bon, c'est sûr que quand tu gagnes un meilleur revenu, la volonté d'augmenter son salaire tend à diminuer un peu. Ça, ce n'est pas un fait générationnel, là. Toutes les générations, quand tu as plus d'argent, la volonté d'avoir un meilleur salaire tend à diminuer. Par contre, ce qu'on observe, c'est que plus on vieillit en tant que jeune, si par exemple le premier emploi entre 18 et disons 27, 28 ans, la volonté d'avoir une augmentation de salaire est un peu plus basse que quand, par exemple, on vieillit entre, disons, 28 et 35 ans. C'est assez compréhensible parce qu'entre 28 et 35 ans, on est probablement qu'on va acheter notre première maison, probablement qu'on a les premières charges financières qui est liée à un enfant, qui est liée à l'entrée véritablement dans la vie adulte, donc avec tout ce que ça comporte comme dépenses. Puis voilà, c'est sûr que, disons, entre 28 et 35 ans, il y a cette volonté-là, le salaire, l'argent compte beaucoup dans les préoccupations, disons, des milléniaux qui sont un peu plus âgés sur l'échelle des jeunes, disons. Oui, excuse-moi, oui, tu peux y aller, Charlotte. Non, j'ai rien à ajouter. Ouais. En ce qui concerne les attentes des jeunes face à l'entreprise, ce qui me surprend, c'est que les valeurs ne sont pas mentionnées comme attentes. Ouais. Nous, on a été assez surpris de voir ça. On a souvent l'impression que
ce qui est les valeurs qui sont incarnées par les entreprises, c'est important. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Pas parce qu'on le compare au salaire et aux grandes préoccupations, peut-être que ça compte un peu moins, mais ça compte quand même pour les jeunes. C'est sûr que quand on le compare à un salaire, quand on le compare à la possibilité d'avoir des conditions à l'emploi qui nous satisfont, bon, c'est plus, disons, quand on compare les deux, il y a une préoccupation, mais pas parce que c'est plus bas que c'est nécessairement moins important. Oui, surtout dans une perspective de rétention, si je peux me permettre. Donc, on se rappelle les résultats qu'on vous présentait, c'était comment on peut expliquer que vous souhaitez quitter votre emploi et comment on peut vous retenir dans le cadre de votre emploi auprès des jeunes qui montraient une volonté de quitter. Donc, on peut penser que pour quelqu'un qui est à la recherche d'un nouvel emploi, va s'attarder probablement là, aux valeurs de l'entreprise, au secteur d'activité, son portefeuille de clients, mais quand c'est dans une perspective de je suis dans mon emploi actuel et je songe à m'en aller, les valeurs ont probablement beaucoup moins d'impact que, comme Philippe le mentionne, le salaire, les conditions liées au mode de travail, puis à l'horaire également. Exactement. On pose aussi la question, aucune mention en lien avec le télétravail de l'extérieur du Québec. Peut-être ça va nous permettre de faire une parenthèse. Il n'y a pas beaucoup de différences qui existent entre les jeunes travailleurs du Québec et les jeunes travailleurs canadiens sur leur conception du marché de l'emploi. Il y a des différences qui existent là, parfois, mais sur leur conception du travail, sur la façon, par exemple, de télétravail, pour prendre l'exemple qui est ici dans la question, il n'y a pas vraiment de différence significative et fondamentale sur la façon dont ils conçoivent leur travail, leur emploi. On me pose aussi la question, est-ce qu'il y a des différences entre les filles et les garçons, les données par région? Bon, sur les données par région, il n'y a pas véritablement de différences qui sont significatives, comme je le disais. Sur les filles et les garçons, c'est sûr qu'il y a des différences, par exemple, sur l'anxiété. Oui. C'est un peu plus vécu, les complications liées à la santé mentale chez les femmes. Est-ce que c'est plus vécu? Probablement, mais c'est aussi parce que les femmes sont moins, disons, gênées, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais sont moins gênées de dévoiler qu'ils ont fait de l'anxiété ou une dépression par rapport aux hommes. C'est sûr que dans tout ce que Charlotte expliquait sur le fait que ces mots-là sont de plus en plus démocratisés, ils le sont encore plus chez les femmes que chez les hommes, chez les hommes, mais bon, il y a une différence assez significative à ce niveau-là. Oui, puis autre différence qui était présentée là, dans le document de présentation, mais sur lequel j'ai passé rapidement, encore une fois, sur les aspirations à devenir gestionnaire, on constatait que les hommes étaient un peu plus nombreux à affirmer leur souhait d'occuper de tels rôles que les femmes. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il y a davantage de modèles? Est-ce que c'est plus possible? Là, c'est une très grande question. Je ne sais pas si on va aller là aujourd'hui, mais quand même, on le constatait là, que la tendance à aspirer à un rôle de gestionnaire était davantage masculine que féminine. Exactement. On a aussi la question, est-ce qu'on a des données concernant la préférence des jeunes entre un même poste en ville versus en région? C'est une question qui peut être n'est pas tout le temps facile à répondre, mais c'est sûr qu'il y a certaines différences qui peuvent exister entre ville et région, même s'ils ne sont pas tout le temps extrêmement significatifs. Le type d'emploi, par exemple, qui est occupé fait en sorte qu'il peut y avoir différents résultats. Il est 9h45, donc on va arrêter ici pour le moment. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser par courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et nous, en résumé, ça a été vraiment un plaisir de vous présenter ces 3 webinaires-là. Je sais qu'on était beaucoup, il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes au webinaire. Puis nous, c'était un plaisir d'essayer d'améliorer ou de vous donner des clés pour améliorer vos relations avec vos jeunes travailleurs, vos jeunes travailleurs de la génération Z et des milléniaux. Vous donner les clés pour mieux avoir une meilleure relation avec eux, mieux les comprendre comme citoyens, comme travailleurs. Donc, ça a été un plaisir de présenter. Puis, au nom de Catherine, de Gabriel, qui ont présenté les 2 webinaires, on vous remercie. J'imagine aussi au nom de Charlotte. Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Puis, sur ça, on vous laisse pour la matinée. Et comme Philippe l'a mentionné, là, je le rappelle quand même, vous le voyez à l'écran, l'enregistrement des webinaires et le rapport vont être disponibles également par courriel. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.